Quand la F1 fait étape aux États-Unis, le débrief des pistonnets se fait avec des hommes qui ont les yeux pipi dans la neige. Mais promis, aujourd'hui, on mettra autant d'intensité que Verstappen et on sera peut-être un petit peu plus constant que la FIA. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau débrief, celui du 19e Grand Prix de cette saison 2025, avec comme d'habitude, ce qui se fait de mieux pour parler de Formule 1, de monoplace, de sport automobile, de sport, bref, d'à peu près toutes les bonnes choses de la vie. Monsieur Hamza Ramani, monsieur Brice Germain. Bonjour à tous. Bonjour, ça va? L'énergie du désespoir, l'énergie de la fin de vie, tu sais. Ça manque un peu ce matin, c'est vrai. Ça va bah, les gars? Ouais, bah, je suis carbonisé, mais oui, ça va. Ça va. Hamza, tu remarqueras un truc. Brice a le coin de l'œil un peu rouge. Oui, mais alors, parce que tu sais qu'à chaque fois que j'ai... vite. Non. Je pense que c'est plus du sport automobile. À chaque fois que j'ai une course, je reviens avec les yeux comme ça. Donc évidemment, pendant 48 heures, je passe pour un mec qui s'est enchaîné toutes les drogues possibles sur Terre, alors qu'en fait, c'est simplement que ma visière sur mon vieux casque est un peu pétée et j'ai de l'air qui rentre. Donc du coup, oui, là, j'ai l'œil qui est complètement flingué. Ça doit se voir là, voilà, hein, à mon avis, sur le coin de l'œil. Mais on rappelle que les drogues, c'est très mal. Exactement. Mais non, mais bien sûr. Mais c'est interdit même. Non, mais parce que t'as parlé de ça. Oui, t'as raison. Moi, j'en ai jamais pris. T'as raison. Non, mais c'était un lancement pour dire qu'hier a eu lieu, je crois, la plus belle performance de Brice. On aurait pu le garder en premier enseignement de cette émission. Dans cette saison 2024, je vais faire un plateau live financé par Pierre Guillonnet sur les circuits. Ça serait bien. Ouais, alors c'était une archi belle course. Je suis très content sur le circuit sur lequel on a roulé, toi et moi. C'est un circuit Alain Prost au Mans qui est une piste magnifique. Et ouais, c'était une très 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 belle course. Pour une fois, pas de pépin. Si, un petit peu. J'ai eu un échappement qu'a lâché en manche 2 qui m'a fait terminer 5ème, mais après, je suis bien remonté. Donc, très content. À la lutte avec un champion du monde en plus hier en piste, un petit peu comme tous les lundis matins dans cette émission. Il n'y a que des champions du monde autour de cette table. Que des chapeaux. Hein. Et dimanche 2 novembre, RKC. Toi, je veux t'y voir. C'est le matin, t'as pas d'excuse de DAZN ou quoi. Donc, c'est le matin. Viens rouler. Oh, mais tu sais, si part à Nice. Ça dépend où je suis. Non, mais tu seras à Auxerre, d'accord. Je vais appeler Johnny, moi. 2 novembre. Ouais. Ce sera pas possible. Pourquoi? Je suis à Monaco vendredi. Non, mais alors vendredi soir, donc non, mais tu fuis. Tu fuis. Dit-il. Non, je vous invite à nous rejoindre le 2 novembre au matin au RKC. Pour aller encourager Brice. Et ou la pour personne rouler, qui l'accompagnera. Ou pour rouler, bien évidemment. Les gars, est-ce que vous êtes régalés sur ce Grand Prix des États-Unis? Est-ce que cette étape à Austin vous a plu? En étant carbonisé et en rentrant en regardant la course et en mettant quand même enjaillé, c'est dire que oui, vraiment c'était bien. Après, je sais pas, est-ce que c'est mon ferrarisme qui a pris le dessus, mais franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très cool du début à la fin pour le coup. Hamza, tu t'es régalé? Régalé, c'est un grand mot, oui, quand même. Mais non, ça va. De toute façon, toi, le bonheur, il existe qu'en Amérique du Sud. Non, mais c'était une bonne course. Et puis ensuite, on n'en parlera pas, donc autant l'évoquer maintenant. Mais la piste, quand même, elle aide vachement, puisque tu as plusieurs trajectoires possibles, enfin des pilotes qui peuvent se suivre et se battre sur plusieurs virages consécutifs, etc. Donc non, c'est une piste qui est chouette. Exactement, une très très belle piste en tout cas du côté de Austin. On va regarder justement ce qu'a retenu notre intention les gars, les 4 enseignements qu'on va dérouler dans cette vidéo débrief. On va forcément parler du doublé Ferrari, le deuxième de cette saison. On va parler du cas Max Verstappen et du cas des commissaires FIA. Est-ce qu'ils ont pris les bonnes décisions hier? Est-ce qu'ils avaient raison notamment de sanctionner Lando Norris? On évoquera la situation de Mercedes qui nous a un petit peu inquiété avec 2 sorties au virage 3 assez surprenantes, des images qu'on n'avait même jamais vues du côté de Austin. Et puis on évoquera Lawson avec, il faut le dire, cette très belle titraille, bon baiser de Tokyo. T'as tout gardé. C'est franchement c'était absolument parfait. Donc voilà, tout ça, toutes ces titrailles sont l'œuvre de Brice Germain et le bon baiser de Tokyo. Et forcément, alors il y a bien évidemment un petit clin d'œil à la culture, mais il y a un clin d'œil aussi à la belle punchline de Monsieur Fernando Alonso ce week-end. Oui, mais j'ai failli mettre bon baiser de Tokyo, bon baiser de Mexico. C'était pas un baise-main quoi. Ou bon baiser de Melbourne. Tu vois, il y avait de quoi faire pour les tous, tu vois. Mais c'est bon, vrai, exactement. ça sonnait mieux bon baiser de Tokyo. Il y en a un qui a fait un wouh sous la pression, donc. C'est vrai, c'est important. On ne parlera pas aujourd'hui les gars de. Vous avez vu que McLaren avait engagé 4 voitures en fait ce week-end. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, ça a mieux marché. Jusqu'à ce qu'évidemment un arrêt au stand vienne rappeler que peindre une voiture n'amène pas le talent qui va. Ah oui, d'accord, oui, je comprenais pas le. Oui.
Nous sommes dans l'implicite. Vous l'avez chez vous, bien évidemment. Et si Galette vous- saucisse pour ceux qui ont vu l'émission Winamax. Ah oui, Winamax. Et on y reviendra. Voilà pour les 4 renseignements, les amis. Un petit jingle, mon polo. Et on enchaîne tout de suite avec le grand débrief de ce Grand Prix des États-Unis. Et avant de développer justement l'ensemble de ces 4 renseignements, je propose qu'on se replonge quand même sur le résultat à l'arrivée de cette course avec, on l'a dit, le deuxième doublé dans cette saison de Ferrari. Leclerc devant Sainz, Verstappen qui accroche la 3e place du fait de la pénalité subie de 5 secondes de Lando Norris. Piastri complète le top 5. Russell est la seule Mercedes à avoir terminé cette course à la 6e place, Perez 7e. Hülkenberg à la 8e place, Lawson à la 9e et puis le surprenant Colapinto à la 10e. Colapinto, on n'en parlera pas dans ce débrief, mais je vous rappelle que mercredi, on a rendez-vous avec une émission MAG où justement on parlera du dernier baquet disponible aujourd'hui en Formule 1 et on se posera la question de savoir pourquoi on ne le donnerait pas justement à Franco Colapinto. On attaque tout de suite les gars avec le doublé Ferrari. C'est peut-être pas l'information d'ailleurs qui a retenu principalement les esprits des passionnés de Formule 1. Deuxième doublé cette saison, 3e succès de Charles Leclerc. Charles Leclerc, il a gagné autant de courses que Lando Norris aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisserai réagir bien évidemment. Un succès bien aidé, mais éclipsé par Max Verstappen et ses différentes défenses ou ses différents passages au large. Comme Williams, Ferrari aussi également est la seule écurie à ne pas avoir amené d'évolution. On rappelle que c'était dans le cadre d'un week-end sprint. Est-ce que justement ça a compté avec un package vraisemblablement qu'ils avaient l'air de comprendre et qu'ils ont su optimiser à la différence d'autres écuries. Et puis à l'arrivée, la sanction est quand même assez importante. La concurrence impuissante qui termine à plus de 20 secondes. Il manque toujours un petit quelque chose à cette Ferrari quand même en qualification. Mais à l'arrivée, le point comptable, il est assez impressionnant. Leclerc, n'est plus qu'à 22 points de Lando Norris. Et surtout, Ferrari n'a plus que 8 points de retard sur Red Bull. Impressionnant, l'impression laissée justement par Ferrari hier détonne. Est-ce qu'on s'attendait véritablement à ce résultat-là ? Sur le rythme, moi oui, dès vendredi. Après, ce qui m'impressionne le plus, c'est que Ferrari a enfin eu quelque chose qu'on lui reprochait de ne pas avoir depuis des années, c'est de la froideur d'exécution et de stratégie. Mais quand je dis stratégie, c'est aussi sur la manière d'arriver à Austin. On arrive sur un week-end sprint, on a eu 4 semaines pour bosser théoriquement les choses et en simulateur, et pour autant, on se dit, oula, on va pas avoir le temps d'optimiser les choses. Williams a optimisé les choses en arrivant avec un Colapinto qui finit au final 10e. Et Ferrari a optimisé son package en se disant, de toute façon, il y a encore des choses qu'on n'avait pas comprises. Donc du coup, on va essayer de les comprendre pour arriver sur la piste en étant prêt dès vendredi. Et dès vendredi, ça l'a fait. En soft, meilleur temps. En hard, meilleur temps. Sur le vendredi, je parle des essais libres. Oui. Derrière, effectivement, il y a eu la qualification, un run raté de Charles Leclerc. Il y a eu plein de choses qui ne se sont pas mêlées. Et effectivement, la SF24 est moins forte le samedi dans tous les cas. Maintenant, du coup, cette froideur-là qu'a amené Fred Vasseur à Ferrari et dans l'exécution qu'il y a eu, a aussi certainement rassuré un peu tout le monde et posé un peu tout le monde. Moi, je la retrouve aussi chez les pilotes. Quand je vois samedi qu'ils se battent, qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent et du coup qu'ils ont la frustration, mais que cette frustration, elle se convertit le dimanche en une agressivité positive, mais alors là, je trouve que du coup, le pari que Vasseur a essayé d'insuffler chez Ferrari, il est gagnant. Quand on entend la réflexion de Charles Leclerc lui-même sur son départ en disant « Je connais Max, il part 2, on connaît le premier virage à Austin, il va s'infiltrer au premier, il va les emmener tous les deux, exactement comme ce que lui a subi à Las Vegas par exemple l'année dernière. Il savait qu'en écartant, et on le voit d'ailleurs, il part sur la ligne de gauche, mais il s'écarte au premier virage pour justement aller chercher cette corde. Il va un petit peu pousser Carlos Sainz pour justement aller prendre cet avantage de la traction. C'est réfléchi, c'est froid, et tout ce qu'on pouvait reprocher par exemple à Charles Leclerc sur de la frustration avant qui conduisait à de la surconduite généralement en course, je pense à Monaco 2019, je pense au Brésil également en 2019, à l'Autriche en 2020, ça, hier, on a vu un Charles Leclerc d'une froideur clinique. Et justement, je trouve que il prend des épaules. Tout comme Ferrari prend des épaules. Dans le côté, ce qui nous arrive, ce n'est pas grave, on va le régler. Et ça, si la Scuderia arrive à ce niveau-là on va dire, de réalisme et de logique et de non-enflammade sur les choses, ça mène à aller grappiller les points qui ne sont pas forcément
dévoué à la base, et c'est exactement ce qu'on disait de Max Verstappen en 2020 quand lui allait chercher ses points un peu froids là. Exactement. Hamza, ton avis sur ce doublé justement du côté de chez Ferrari, qu'est-ce que ça te laisse comme sentiment, comme impression, et est-ce que tu te projettes justement avec ce résultat sur la suite? Un sentiment de belle promesse, dans le sens où je rejoins Brice sur l'aspect conversion. Voilà. Ils avaient la monoplace pour gagner, ils avaient la monoplace pour faire un doublé, ils font doubler. Et il n'y a pas eu de moment d'hésitation, il n'y a pas eu de moment de doute dimanche. Donc assez rapidement, on a compris qu'on pouvait se profiler vers ce résultat. Mais je trouve que le départ a quand même une incidence majeure. Ah oui. Parce que moi, aujourd'hui, on est dans une Formule 1 en 2024 où la position est extrêmement importante dans le rythme. Gasly, jusqu'à son arrêt, il tient, évidemment pas au rythme de Charles Leclerc, mais il tient plus ou moins le rythme du top 6. Il parvient à ne pas être trop décroché. Par Piastri notamment. Une fois que Gasly ressort dans le trafic à cause de cet arrêt de 4 secondes de trop, il se retrouve en difficulté. En tout cas, il ne peut plus vraiment passer les pilotes qui, sur le papier, sont plus lents que le top 6. Moi, l'interrogation que j'ai aujourd'hui, c'est on a vu que Ferrari avait la meilleure voiture, certainement sur cet aspect performance pure, que ça a été concrétisé par cette victoire parce que justement tu avais du clean air, tu avais de l'air propre. Maintenant, si Charles Leclerc avait dû passer la course derrière Max Verstappen ou derrière Lando Norris, est-ce qu'il aurait pu gagner? Est-ce que Carlos Sainz aurait pu gagner s'il avait passé sa course derrière Max Verstappen et derrière Lando Norris sans un aspect stratégique où première partie, l'aspect stratégique, oui, voilà. Oui. Est-ce qu'à la régulière, il aurait pu réussir à le passer? Ça, j'en doute. Quand on voit, et on en parlera dans un second temps, Lando Norris avec des pneumatiques, je crois, 7 tours plus frais que ceux de Max Verstappen, 6 tours plus frais que ceux de Max Verstappen, il n'a pas réussi à avoir une différence de performance pneumatique suffisante pour venir dépasser assez facilement Max Verstappen. Après, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que dans tous les cas, pour moi, ça nécessite confirmation. Dans tous les cas, la track position là cette année est reine. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Verstappen tente ce move au premier virage. C'est que aller chercher le clean air, c'est presque s'assurer de rendre impotente la McLaren derrière lui. Alors, en tout cas, sur le début de relais. On en parlera tout à l'heure de Verstappen. Mais il y a déjà sur la sprint, on a quand même vu et un Leclerc et un Sainz très agressifs à minima sur Russell, qui lui ne perdait pas de temps sur Norris, qui lui ne perdait pas de temps sur Verstappen. Il y avait quand même un sentiment que le meilleur rythme développé, en tout cas sur ces positions-là, c'était quand même celui des Ferrari. Première chose. Mais deuxième chose, c'est une chose différente de passer. Tout à fait. On l'a vu avec Norris. Mais par contre, il y a aussi le fait de se dire que quand tu mets 10 secondes à Max Verstappen sur un relais en médium qui est censé être le pneu qui favorise le plus la Red Bull, tu peux quand même te dire qu'à minima, oui, être plus rapide n'est pas dépassé, mais que dans le rythme de course, c'est pas le clean air qui a fait gagner Ferrari. C'est le départ a aidé. Ça peut aider. J'en sais pas. Je sais pas moi. Repense aux déclarations. Regarde le rythme qu'il a mis. Je sais plus après quel Grand Prix Oscar Piastri. Il avait dit en fin de course. Il avait une course compliquée où il était, je crois, dans le trafic quasiment toute la course. Et puis au moment où il a le clean air, il commence à voler. Monza. Peut-être. Honnêtement, je me souviens mais plus. Attends. En fait, aujourd'hui, c'est ça la Formule 1. En 2024, c'est ça. Alors Max Verstappen, quand il a 6 secondes, il a une monoplace, même sur, je sais plus, 21 tours, je crois, le premier, ou non 26, je crois pour Verstappen. Sur 26 tours, tu peux mettre 10 secondes. Mais c'est pas pour autant que si tu avais passé 26 tours derrière, que tu aurais pu, malgré le potentiel, malgré la sensation même du pilote d'avoir une monoplace plus rapide, que tu aurais pu passer le pilote qui est devant toi et qui est sur le papier. Ce que je veux dire, c'est que Verstappen, à un moment donné, il a le clean air. Vu l'écart qui est créé, il a le clean air. Ouais, mais pour autant, il développe pas plus de rythme. Là où c'est vrai que. Oui, mais quand t'es bloqué derrière le clean air, c'est autre chose. Si Ferrari est bloqué derrière, excuse-moi, si Ferrari est bloqué derrière Verstappen, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Là où Hamza marque un point, c'est que tu le vois avec Norris qui galère à passer Max Verstappen, et une fois qu'il passe Max Verstappen, il est dans un rythme. Alors, on n'est pas dans le même momentum de course par rapport aux deux Ferrari, c'est pas les mêmes enjeux. Ils sont en gestion complète, mais tu te dis, cette McLaren là, si elle avait été un petit peu plus haut justement à la track position, peut-être qu'elle aurait pu montrer plus de rythme. La Ferrari semblait quand même avoir le meilleur rythme ce week-end en course.
je trouve. Après, encore une fois, Mais après, meilleur rythme sur quoi? C'est-à-dire, enfin, à quel niveau, à quel point elles avaient un meilleur rythme? non tu mais, vois Non, mais même si, vrai, même si elle, je pense que Brice a raison. Oui, oui. Je pense aujourd'hui que Ferrari avec la meilleure voiture à Austin, meilleur rythme, ce que vous voulez. du dimanche. Maintenant, oui, du dimanche. Maintenant, encore une fois, avoir le meilleur rythme ne te garantit mais c'est pas la sûr. victoire. Complètement. Mais c'est ça qu'il faut avoir en C'est tête. bien pour ça qu'on a tant et tant dit que Lando Norris devait bien se qualifier pour profiter de sa McLaren, parce qu'au final Verstappen arrivait à vachement limiter la casse en qualification et à du coup mettre des points intermédiaires qu'il n'était pas forcément censé mettre au vu du rythme parfois catastrophique de la Red Bull en course. C'est vrai. Mais quand même, moi j'ai l'impression quand même que Norris n'aurait pas pu revenir sur Sainz dans le premier relais, et quand on voit Norris s'envoler, il faut bien se dire que Norris a entre guillemets toutes les conditions favorables pour lui, puisqu'il se retrouve à s'envoler sur une fin de relais en hard, soit le moment où la McLaren fait le plus de différence avec ses concurrentes, sur la fin de gestion de gomme, sur la gomme où la McLaren est la plus puissante. Donc encore une fois, et je pense que c'est ce que Norris attendait, c'est Norris justement, il a décalé son relais pour accentuer l'écart qu'il y aurait avec la Red Bull. Il sait qu'en fin de relais, il y a un écart avec la Red Bull qui se fait à son avantage. Si en plus il décalait l'arrêt, ça permettait justement de faire ça. Mais bon, revenons peut-être au Ferrari. Ouais, mais même, j'ai envie de dire, revenons même à ce que ça représente, ce doublé. On l'a dit tout à l'heure, statistiquement, pardon. C'est le deuxième doublé de la Scuderia Ferrari. Je vous ai préparé un petit tableau justement de stats. 87e doublé dans l'histoire de la Scuderia Ferrari. Dans l'association Leclerc-Sainz, on n'a eu que 3 doublés depuis qu'ils sont associés, 1 en 2022 et donc 2 en 2024. 2 doublés sur une saison, ça a été réalisé en 2017, en 2010, en 2006, le record étant bien sûr les 9 doublés de 2002. Ce ne sont que des chiffres, mais mine de rien, ça montre quelque chose. Ce doublé n'est pas anodin, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il vient quelque part valider un progrès de la part de la Scuderia Ferrari, un rebond aussi après les updates ratés, on le rappelle, du début de saison. Mais en fait, est-ce que c'était des updates ratés ou des updates mal comprises? Voilà, la finalité, elle reste la même. C'est que ça marche pas. Ah non. Parce que la finalité reste la même, mais le chemin n'est pas le même. Non mais d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que si ton update est raté ou si elle est mal comprise, quoi qu'il arrive, tu apportes un correctif. Tu ne peux pas l'exploiter. Tu apportes un correctif pour justement exploiter un autre concept. Apporter un correctif de compréhension versus apporter un correctif de développement, c'est quand même pas la même chose. Enfin, c'est pas le même temps, c'est pas le même argent. Quand tu changes ton fond plat, excuse-moi, tu changes complètement ta pièce, quoi. Ils ont apporté des modifications. Je sais plus si c'était à Spa ou dans l'été, il me semble. Ouais. Et justement, ils ont dit non mais attendez. Monza, Singapour, Azerbaïdjan, c'est pas les grands prix, on va pouvoir comprendre ces updates, donc on va pas en ramener d'autres. Et cette froideur là, le fait de se dire tout le monde n'est pas McLaren, à ce que ça marche tout de suite, c'est bien aussi de savoir qui tu es, c'est bien aussi de savoir que tu n'as pas forcément tout compris, et avoir la lucidité de dire c'est censé marcher, mais là c'est qu'une question de setup, c'est déjà en soi un point de vue très réaliste et performant, parce que. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vu que vous étiez sur de la sémantique, vu que vous étiez sur de la sémantique tout à l'heure, sur cette affaire-là, c'est que quand ils se sont, je vais le dire les mots, mes mots, plantés sur la deuxième grosse update qu'ils ont amenée dans cette saison 2024, forcément ils ont pris du retard parce qu'ils ont essayé de comprendre pourquoi ça ne marchait pas et que derrière l'évolution qu'ils ont apportée était un correctif plutôt qu'un autre package pour passer à un autre cap. Je te rappelle la déclat de Fred Vasseur qui était, je sais pas, je crois que c'était en Hongrie. Il a dit il y a 2 solutions quand vous comprenez pas un package. Soit vous butez à essayer de le comprendre, CF Toto Wolff, mais dans ces cas-là il vous faut des garanties. Il faut que vous soyez sûr qu'il y a de la perfo là-dedans. De l'optimum. Soit, en fait, vous recommencez la pièce, vous changez la pièce, mais à partir de là, c'est un développement qui vous coûte et du temps et de l'argent, et du coup, du temps, c'est égal à des points, concrètement. Il avait dit ça en Hongrie. Il dit, nous, on ne s'oriente pas forcément sur la deuxième option à ce moment-là, et je me souviens, il avait dit, notre voiture est plus rapide. Vous ne vous en rendez pas compte car elle est moins confortable. Et que du coup les pilotes ont beaucoup de mal à l'amener, et c'est vrai que, et on le disait ici, une voiture du coup elle a beau être plus rapide, si tes pilotes ne peuvent pas la conduire, ça ne la rend pas rapide. Fort heureusement il reste encore un aspect humain dans une monoplace à la piloter, et on fait une petite dédicace à Sergio Pérez, le pauvre. Mais si aujourd'hui ils ont rendu cette rapidité pilotable, encore une fois,
ça paye. Mm. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'amener des évolutions dans ce contexte-là? Encore une fois, oui par rapport au samedi. Oui par rapport au fait que effectivement, ils vont arriver à l'optimum. Donc il va falloir repenser le truc. Et encore, bon, il reste 5 courses. Mais cette stratégie-là, assez froide, assez réaliste, là, comme ça, elle amène un doublé. Elle a amené un doublé en Australie, certes aidé par l'abandon de Max Verstappen. bien sûr. Elle a amené un quasi-doublé à Monaco. Ouais. À Monza, Sainz se sacrifie pour l'équipe, mais en soi, la stratégie peut être similaire. On peut se retrouver sur un 1 et 2 ou un 1 et 3 assez rapidement. L'exécution, quand la Ferrari est là cette année, elle n'a pas été là tout le temps et elle n'a pas eu meilleur rythme à chaque fois. En attendant, les 4 victoires qu'a eu Ferrari, c'est quand même 4 victoires on a pris le maximum qu'on pouvait prendre. Donc, et ça, mine de rien, c'est ce qu'on reproche aux concurrents, aux outsiders de Red Bull. C'est de ne pas venir chercher ce qu'il faut et du coup laisser Verstappen en roi. Là maintenant, ce qu'on peut leur reprocher, c'est juste que voilà, ils sont tellement divisés que du coup Max règne. Mais là, en l'occurrence, moi je vois cette année un Charles Leclerc plus consistant que jamais et une Ferrari plus consistante que ce que je n'ai vu depuis, je le répète, 2008. En termes de gestion des pilotes, parce que 2010 et 2012, peut-on parler de gestion de pilote quand il y a Alonso qui est là 2017-2018, peut-on parler de gestion mentale quand t'as Vettel qui craque 2022, peut-on parler de gestion quand on voit ce qui s'est passé en stratégie Là, ils amènent une bonne voiture et les pilotes répondent, les mécanos répondent, le board répond, les stratégies répondent. Je n'ai pas vu ça depuis 2008. Donc, je me satisfais quand même de la consistance de cette écurie sur cette année qui va jouer le titre constructeur. Mais quand même. La consistance de cette écurie, je te fais réagir là-dessus, Hamza, c'est parfaitement illustré par la déclaration de Frédéric Vasseur hier sur Canal+ dans l'émission Formula One. Il dit: c'était un dimanche parfait, nous avons fait du très bon travail ce week-end en marquant beaucoup de points, mais nous devons rester concentrés et ne pas penser que nous sommes champions juste à cause du résultat du jour. On savait que le départ allait être important. Tiens, juste entre parenthèses, il n'y a pas que nous qui sommes pisserois, hein. T'as vu Frédéric Vasseur là aussi, apparemment. Normal que le départ on savait que le départ allait être important, ça s'est chamaillé un peu devant nous, on en a profité et après on a eu un rythme fantastique jusqu'en fin de course. Notre rythme a toujours été sous contrôle, tout comme la stratégie avec les deux pilotes. Lorsque vous avez le léger avantage que nous avions, il est beaucoup plus facile de faire du bon travail. La voiture s'est beaucoup améliorée en termes de maniabilité par rapport à ce que nous avions même il y a quelques courses, et cela a contribué au résultat. Ce que nous dit là Fred Vasseur, c'est très intéressant, c'est-à-dire que ils avaient un petit avantage. Et peut-être justement que cette histoire de clean air, dirty air leur a donné, avec la track position, un avantage décisif pour aller chercher ce doublé. De toute façon, la réponse, on l'aura dans les prochaines semaines. Alors, Mexico, c'est toujours particulier à cause de l'altitude, mais jusqu'à la fin de la saison, si on voit une domination certaine de Ferrari, autant Ferrari, contrairement à McLaren ou à un des deux pilotes McLaren, j'ai pas de doute dans le sens où aujourd'hui, Charles Leclerc, il a un stade de sa carrière où tous les reproches qui ont pu lui être faits, mais qui sont, encore une fois, c'est quelque chose de normal. Il était aussi en phase d'apprentissage. Lando Norris, il est à un stade beaucoup moins avancé que Charles Leclerc dans sa progression pour, à terme, devenir, si lui le souhaite, champion du monde. Donc aujourd'hui, Charles Leclerc, il est à un stade où il devient un pilote fiable. Donc, plus on avance dans le temps, moins tu auras de possibilités de reproches à tes pilotes. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait il y a quelques années avec Alpine lorsqu'ils avaient la doublette Alonso-Ocon. Ouais. À l'époque, je disais, avec ce line-up là, si la voiture ne fonctionne pas, on sait que ce ne sont pas les pilotes. Là, c'est pareil. Carlos Sainz, c'est un pilote, je le disais il y a quelques jours sur l'émission Chapeau, qui fait le taf, qui amène la voiture là où elle doit plus ou moins être. Donc, on aura rapidement. Oui, non, mais bien sûr. Mais attention, c'était lourd. On aura, je pense, rapidement la réponse, mais après Austin, c'est compliqué aussi, d'avoir un avis définitif. Exactement. Cette victoire de Ferrari, elle a été éclipsée par un événement, les gars. Ce sera le sujet justement de notre deuxième enseignement. La bataille Norris-Verstappen tout au long de cette course, avec plusieurs actes et surtout un enseignement tiré par les pistonnés. L'autoritarisme du Néerlandais a encore payé. On a mis un point d'interrogation, mais on aurait pu mettre un point d'exclamation. Le premier sentiment que je voulais partager avec vous, les gars, c'est le début du week-end. La sensation, même si on attendra, comme tu disais Hamza, pour tirer des conclusions, que le combo Verstappen-Red Bull
recommence à faire un petit peu peur. On a eu le sentiment en qualification sprint, lors de la course sprint, même lors de l'exercice de la qualification, on s'est dit que eh bien Red Bull, avec les correctifs apportés sur cette auto, semblait être un petit peu mieux. Tout n'est pas résolu, mais ça semblait aller un petit peu mieux. La victoire impériale samedi en sprint, j'en parlais, et surtout, le grand sujet, le grand débat, celui qui va nous prendre beaucoup de temps. Est-ce que Max Verstappen a été trop agressif en course ce dimanche ? Est-ce qu'il a bénéficié d'un trop-plein de mansuétude de la part de la FIA et des commissaires ? Et tout ça est symbolisé, on va dire, par 3 moments dans cette course. 1. L'action du premier virage sur Norris. Aurait-il dû être sanctionné pour ne pas avoir laissé d'espace à Norris et l'avoir emmené au large en dehors des limites de piste. La bataille aussi également au premier tour avec Carlos Sainz, qui est un petit peu différente du grand épisode qu'on va commenter, c'est-à-dire la bataille, je crois, à 4-5 tours de l'arrivée et la pénalité infligée à Norris pour un dépassement en dehors des limites. Je vous donne juste très rapidement le communiqué et l'information livrée par les commissaires de la FIA justement après le Grand Prix pour expliquer la pénalité qui a été servie à Lando Norris. Lando Norris n'était pas à la hauteur de Max Verstappen à la corde du virage et a donc perdu l'avantage du virage et a donc gagné un avantage hors de la piste. Une pénalité de 5 plutôt que 10 secondes est imposée car le pilote n'avait d'autre choix que de quitter la piste en raison de la proximité avec Max Verstappen. Je pense qu'il y a vraiment 3 questions à se poser, les gars. Est-ce que Verstappen a été trop agressif ? Est-ce que la FIA a fait preuve de trop de mansuétude ? Et est-ce que Lando Norris méritait vraiment cette pénalité ? On commence par quoi déjà ? Les 3 questions, elles vont ensemble. Hein. Le comportement de Verstappen dépend de ce que fait la FIA. Oui. C'est pas Quand tu n'as pas un état fort, est-ce que tu vas vraiment craindre l'état ? C'est vrai. En l'occurrence, rappelle-toi, je vais vous ressortir une déclaration du 7 décembre 2021 de Max Verstappen qui se prend une péna pour pilotage erratique en Arabie Saoudite. Ouais. Et il dit au Brésil ça passait et là je suis pénalisé. Mais au Brésil, t'as vu ce qu'il fait ? En 2021, quand il pousse Hamilton, quand il fait un dive de l'espace pour être à la corde. Julien Febvreau était sur notre plateau ce jour-là et il nous disait, et je partage ce point de vue-là, être à la corde, être devant à la corde, ça ne veut rien dire. Parce que tu peux venir de 400 mètres derrière et être devant à la corde si tu oublies une pédale de gauche qui s'appelle le frein. Donc, moi aussi, je peux t'emmener dehors et te dire j'étais devant à la corde. Donc, à partir de là, tu justifies tout. Et du coup, caricaturer, si demain Brice fait une course en karting face à Verstappen, si Verstappen est devant, Brice, il peut décider d'être devant à la corde. Non, mais tu sais, le F1 lobby, tu sais, sur le jeu, tu freines pas. T'es devant la corde et vous êtes tous les deux à Monaco après derrière. En fait, et du coup, mais c'est la preuve que la règle, en fait, elle est mal écrite. Parce que elle est que sur les limites de piste. Exactement. Et le problème aujourd'hui, c'est que Verstappen, sincèrement, je peux entendre l'aspect frustrant de voir un pilote jouer autant avec les règles, mais c'est lui le meilleur. Oui. C'est lui le meilleur parce que lui interprète les règles de façon à aller sur les zones grises et il sait manifestement encore plus aujourd'hui où il sera pénalisé, où il ne sera pas pénalisé et comment pénaliser l'autre. Et rappelle-toi d'où ça vient, en jouant avec les règles. Rappelle-toi d'où ça vient. La première fois que ça lui arrive... 2019, non ? Non, Bahreïn 2021 face à Lewis Hamilton. Il se bat, il essaye tout ce qu'il peut, et dans le virage 4, il va passer à l'extérieur et revenir. Mais sauf que lui, il dit, mais Lewis me pousse dehors. Et c'est lui qui prend la pénalité. Verstappen, tu lui fais une faute, tu le feras pas deux. Et à partir de là, il s'est mis à faire ça à tout le monde. Et en fait, aujourd'hui, j'en arrive à un point, parce que sincèrement, l'aspect pilotage de Verstappen, pour moi, ça doit arriver dans un second temps et c'est même pas le plus important. Aujourd'hui, le plus important, c'est la règle, parce que cette situation se reproduira aujourd'hui, demain, dans 10 ans, dans 20 ans, si la règle n'est pas modifiée. Et que tu as des pilotes suffisamment malins pour jouer avec le règlement. Tu l'as évoqué, le règlement te parle d'être à la corde devant. Bon, ça veut rien dire. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on autorise un pilote, c'est ce qu'évoquait hier Jenson Button, c'est qu'on autorise un pilote à pousser un autre pilote hors de la piste. Il est là le problème. S'il est devant la corde. Il est là le problème. S'il est devant la corde. Et là, si tu ajoutes cette partie réglementaire sur pousser un pilote en dehors de la piste
et que tu la sanctionnes, Non, mais elle ce existe. qui se passe au virage 1, Hmm. on ne l'a pas. Et ce qui se passe avec Norris, Au virage 11. on ne l'a pas. Hmm. Donc maintenant, Norris fait son dépassement, pour revenir sur le cas Verstappen-Norris. Norris fait son dépassement par l'extérieur. Déjà, c'est quelque chose de très ambitieux. Et là, dans un troisième temps, parce que c'est vraiment pas le plus important, mais il y a aussi, je trouve, une certaine naïveté de Norris. Mais tenter le dépassement par l'extérieur sur Verstappen, pourquoi pas? Mais Tu encore une sais fois, à l'extérieur sur Verstappen mais ce qui oui, va c'est t'arriver ça. en fait. C'est qu'en fait, Verstappen, après, j'entends aussi, oui, mais Verstappen ne laisse pas la place. Il est pas là pour ça non plus. Enfin, il est pas là, il est Enfin, pas là il pour doit- ça. il Il doit reste dans les laisser, limites. il C'est doit dans les laisser, limites ouais. de piste. Et- Il est là. Et là, C'est pas là, pareil. il ne reste pas dans les limites de piste, tout en sachant Brésil que 2021, pareil. il peut jouer sur une sensibilité humaine de l'application du règlement. Et c'est là où il est fort. Mais encore une fois, c'est Alors, que il y a un- si on en est encore 3 ans après 2021, on a encore ce problème, c'est que le texte est mal écrit. Ah oui. Mais encore une fois, c'est là où c'est très bien ce que tu dis. Il y a encore une fois la règle et l'esprit de la règle. Tous les pilotes, anciens pilotes, directeurs d'écurie se sont exprimés hier et j'ai l'impression que personne ne défend Max Verstappen. Romain Grosjean, par exemple, hier sur Canal+, sur le move du premier virage, il dit il en fait trop, il faut absolument que les instances interviennent. Toto Wolff aussi s'est exprimé sur Sky Sport hier et vous allez voir, j'ai une petite illustration à vous proposer. Alors, Russell il l'a prise donc. Toto Wolff, voilà, justement, nous dit c'est incohérent. Nous avons eu le cas avec Valtteri Bottas, ou alors ce n'était pas la même course. Samedi en sprint, nous avons vu quelques-uns de ces incidents qui étaient exactement les mêmes et qui n'ont pas été pénalisés. Des courses pour de vraies positions, en fait. Recevoir cette pénalité est complètement étrange et bizarre. Je pense que nous savons pourquoi, mais je ne peux évidemment pas le dire à la télévision. Regardez le cliché. C'est quoi la différence entre ces deux moves, Russell et Bottas, et Norris Alors, et Max Verstappen? Donc, sur le synthé, enfin, sur les déclarations de la FIA, au-dessus pour l'incident, il va être noté. Donc, sur l'image du bas entre Norris et Verstappen, il va être noté gaining an advantage off the track. Donc c'est-à-dire C'est-à-dire prendre un gagner un avantage, avantage, en hors des respectant pas les Donc, limites de piste. Norris inculpé et jugé 5 secondes. Et Russell, il va avoir la même notification avec marqué pushing another driver off the track. Pousser un autre pilote Donc- en dehors des limites de piste. Donc la situation est la même. La différence aussi, c'est que George Russell a 2 roues sur la ligne blanche. Mhm. C'est-à-dire que lui, déjà, il respecte les limites de piste, il ne sort pas. Ouais. La seule chose sur laquelle on va juger ça et qui est Problématique. dans le gentleman agreement. En fait, il y a deux choses. Il y a la règle, et la règle elle est uniquement sur le hors-piste. Et après, il y a le gentleman agreement signé par tous les pilotes. Et ce gentleman agreement, il légifère, enfin, il aide entre guillemets les stewards à prendre une décision entre guillemets humaine sur lesquelles les pilotes se sont mis d'accord dans les cas où l'interprétation est compliquée. Il y a 2 situations. Il y a la situation où on est à l'intérieur, et la situation où on est à l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, il faut avoir été à l'extérieur, pardon, il faut avoir eu du coup l'avant devant à la corde, avoir tenté une manœuvre qui avait des chances raisonnables de passer et avoir été du coup positionné sur l'extérieur dès le début. En gros, avoir fait une manœuvre gentleman. Les deux derniers critères, Norris les remplit parfaitement. Le premier ne le remplit pas. Pourquoi ? Grâce au seul et unique fait que Max Verstappen retarde délibérément son freinage, quitte à ne pas prendre le virage, pour avoir cet avantage à la corde du j'étais devant. Ouais, mais on est d'accord que on va revoir cette illustration. Je veux ton avis, Hamza. C'est pas le cas de Russell. On est d'accord que même si tu l'as dit, les deux notifications sont très différentes, on aurait pu mettre une notification à Max Verstappen Il y a une ici. différence fondamentale. Ouais. Pour moi, Mhm. pas dans mon avis, mais Mhm. peut-être dans le traitement de ces situations. Russell attaque, Verstappen défend. Oui, c'est vrai. Comme Sainz, il y a eu beaucoup de comparatifs, t'as raison. Avec C'est exactement la même chose que Max Sainz, et Sainz. et Sainz, ouais, tout Donc à en fait, tu as le droit de défendre C'est pour ça à pourquoi- l'intérieur, tu as le droit d'attaquer à l'intérieur, mais même pas, non en fait. T'as pas le droit d'attaquer et de sortir, t'as le droit de défendre et de sortir. C'est C'est ça. pour ça que je Donc, le reviens tour à ce que je disais en début d'intervention, c'est que cette histoire de pousser un pilote en dehors de la piste, donc des limites de piste en gros, si tu l'appliquais de la même manière pour un pilote qui défend que pour un pilote qui attaque, on n'aurait pas ce débat, on n'aurait plus Non. ce débat. Ouais, bien sûr. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un règlement qui manifestement est valable pour une partie des pilotes, donc celui qui va attaquer, pas celui qui va défendre. Et puis ensuite, tu as les pilotes suffisamment roublards qui vont user de cette
c'est même pas une zone grise finalement. Oui, Verstappen, c'est pas une zone grise. On Il sait l'autorise à faire manifestement, ça, il sait que sur cette situation de défense, je peux faire ça. Sur une situation d'attaque, je ne pourrais pas le faire. Et Manu, quand tu nous dis que Verstappen, est-ce qu'il a été trop agressif? Mais en fait, au vu apparemment, de la manière d'appliquer les choses, il a parfaitement raison. Ouais, bien sûr. Après, Enfin, dans son intérêt, je veux dire. S'il n'est pas sanctionné, et après il va s'étonner d'être sanctionné, tu vois. Est-ce qu'il y a aussi ce truc qu'on a un petit peu senti sur Abu Dhabi 2021, c'est-à-dire que quelque part, si les deux s'accrochent, c'est dans son intérêt. Bah tout à fait. Mais et Charles il le dit, et il le dit dans le débrief sur Formula One d'ailleurs. Il dit, moi je sais qu'il va le tenter Max parce que soit il passe, soit il accroche. Et dans tous les cas c'est dans son intérêt. Donc je sais qu'il va plonger, je sais que je dois faire ci, ça. Ça, c'est la gestion d'un championnat, c'est ce qu'on Mais évoquait en bien sûr. 2021. Monza 2021, c'est Complètement. exactement ça. Oui, Hamilton c'est est vrai. plus rapide. Il y a la sortie des stands extrêmement limite entre les deux. Hamilton est plus rapide. Si je laisse passer Hamilton, potentiellement, il prend 15 points sur moi au championnat à Monza. Dans ces cas-là, soit il me laisse, soit Sans accrochage, s'accroche. c'est terminé. C'est ce qui s'est passé. C'est la gestion d'un Mais- championnat, c'est sale. Et C'est ça, encore oui, une fois, voilà. la gestion On d'un a, championnat, on a mais le droit de c'est dire que sale. c'est pas très beau non C'est plus. ça en ouais. 2000. bien sûr. Bah attends, c'est ça en 2024. Senna il a fait 100 fois pire et il est adulé aujourd'hui, tu Mais vois. oui, mais c'est Donc, une autre époque. Enfin, Oui, 100, non, mais 100 fois pire, c'était exactement la même chose dans l'esprit en 90 en tout cas. Ouais, enfin c'était Et délibéré vraiment quoi. il y avait eu Le l'histoire. Japon, c'est délibéré. Il y avait eu l'histoire de 89 avant. Il y avait, Ouais, il y le avait un changement, passif. bref, on va pas revenir Il y sur avait un 90, passif. Il y mais avait l'Autriche, pour, au passif, là, si tu veux. revenir sur ça, parce qu'après il y a aussi la situation du premier virage. Moi, il y a un truc qui me gêne profondément, Profondément. c'est qu'aujourd'hui, La ref. bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un cas où un pilote, alors c'est aussi la gestion d'un championnat et c'est le jeu, mais qu'un pilote puisse se dire, je peux. La priorité au départ au virage 1, ce n'est pas d'être le mieux placé pour avoir le plus de points au championnat, mais juste d'être devant mon concurrent pour le championnat. Donc concrètement, ça ne veut pas dire, moi mon but c'est pas d'être premier ou deuxième au virage 1, c'est C'est d'être s'il dans faut être l'autre, 8 ouais. mais que Norris est 10, Et qui est DNF. c'est bon. Et on l'a vu sur la stratégie. Ça, on c'est n'a un rien eu à complètement. faire que Carlos Sainz passe devant. Ça c'est une question, c'est autre chose la stratégie. La stratégie sur une gestion de championnat, il n'y a pas de problème. Bah non, mais Là- c'est genre on ne vise que Norris. Non, oui, non mais ça c'est une gestion de championnat de la part d'une équipe, il n'y a Ça pas de aura problème. tué Alonso et Weber d'ailleurs en 2019. Là, je trouve ça qu'on ne part- visait qu'un oui, mec, hein. là, je trouve qu'on sort un peu de l'aspect sportif pur quand un pilote peut se permettre de penser quelque chose comme cela. Après, encore une fois, qu'est-ce que tu veux faire, tu vas enlever 10 points de pénalité à un Non, pilote au c'est championnat si C'est du demain ça arrive. pragmatisme pur. Hein. Mais pour revenir aussi sur ce qui se passe au virage 1, les incidents de virage 1, etc., d'être un peu plus flexible sur le premier tour, sur le virage 1, oui, c'est quelque chose que je peux entendre. Maintenant, et c'est là où je voulais arriver à mon troisième point, et je ne jette pas la responsabilité sur Norris, parce que lui, en l'occurrence, ce que je disais tout à l'heure pour Leclerc, lui, il est vraiment en phase d'apprentissage de C'est ces vrai. duels, d'une lutte pour le championnat. On rappelle, c'est la première année où il commence à gagner des courses. Je l'ai quand même trouvé vachement naïf, quoi. Il laisse Tendre sur la l'attaque. place, il laisse la place sur la défense. Alors après, tu me dis, oui, mais s'il ferme totalement au virage 1 au tour 1, il se retrouve sous la menace à la ressortie, forcément, etc. Oui, c'est vrai. Mais avec Verstappen, Oui. tu peux pas lui laisser la moindre possibilité d'opportunité de penser que tu vas ouvrir une mini porte qui pourrait lui permettre à lui d'aller à cet endroit. Ah, puis sur les 3 dernières puis années, t'as ensuite- souvenir de quelqu'un qui passe Verstappen à l'extérieur, toi? C'est ça, j'allais venir justement sur cet aspect à l'extérieur Verstappen, parce qu'on a aussi tendance du coup à réduire ce qui s'est passé à Austin sur le virage 1 et cette Le 12. situation du virage 12 et les 5 secondes de pénalité. Mais avant cela, il y a 10 tours où Verstappen il défend brillamment. Voilà, il joue avec les largeurs de piste, Complètement. il sait exactement où se placer pour empêcher Norris Milieu de d'y aller. piste parfois. Comme même. Piastri sur Leclerc à Bakou. La même. C'est ça, mais je te bloque. ce sont des pilotes qui ont... Maintenant, Norris, dans une gestion de championnat où tu as besoin de marquer plus de points que ton concurrent, Il va falloir y aller, ouais. à un moment, il faut prendre des risques. Là, Ouais. tu as plus de 50 points de retard, il reste 5 courses. La prise de risque démesurée. Là, on va entrer dans une phase où Verstappen peut prendre tous les risques parce que, au pire, ça fait double Comme en DNF, ça fait 2021, 0-0. ouais, Mais Norris, il va aussi entrer dans une phase où lui doit prendre tous les risques parce que 50 points, à un moment, il va aussi falloir les combler. Mais il y a Et un truc pour par- conclure, excuse-moi, Vas-y. je vais arriver à la situation où du Lawson-Alonso. Tu vois, où Oui, oui, alors, oui. Lawson défend fermement, mais Alonso, il veut y aller à l'intérieur. Ouais. Faut y aller. Ouais, mais Tant pis, tu forces le passage à l'intérieur et puis après, elles viennent que pour. Mais c'est paradoxal parce que vous venez de dire dans la même phrase, je vois pas pourquoi il tente l'extérieur alors que personne a tenté l'extérieur sur Max Verstappen ou a réussi à prendre Max Verstappen à l'extérieur.
il le fait et mine de rien en fait à un demi-tour près son pari est réussi. Non mais oui, avec les 5 secondes, tu Avec veux les dire 5 secondes. Oui, non mais je suis d'accord. C'est Tu vrai vois c'est vrai qu'on en fait. Et encore, moi j'en parlerai quand même parce que qu'il soit pénalisé, je trouve ça scandaleux. Enfin, je trouve pas ça scandaleux. En fait, c'est la pas- règle est appliquée. Ouais, mais en fait, Après, il y a enfin, l'esprit. Non, mais Et encore si- une fois, et on va se rejoindre. Il y en a un, et s'il il y a- va au crash c'est le grand perdant aussi. Bah, bien sûr. Parce que là il perd quoi 3 points je crois. Ouais, mais non, Peut-être un 6 peu sur le plus, week-end. oui, hein. oui, 6 sur le week-end. J'avais oublié Bah, la je veux dire, semaine. quand tu T'as maintenant raison. il doit en prendre 11 par GP, hein, c'est pas pareil. Hein. Et non, mais c'est même pas ça. C'est que là, sur cette situation-là, si je suis fort en match, il en perd 9 juste sur le passage de 3 à 4. Oui. Puisque finalement, Bah, six. il aurait pu ça. avoir plus 3 en terminant 3 3, sur moins Verstappen. 3, Là, tu passes à moins 3 et Verstappen C'est plus vrai. 3. Donc, Oui, t'as raison. Oui, Oui, non, Il Mais manque c'est- à gagner à Six. compter, t'as raison. mais en fait, mais là je vois ce qu'il veut dire, Hamza, c'est que la seule attaque que tu fais, c'est à l'endroit où Verstappen ne se laissera jamais passer et te mettra dehors. Il te l'a déjà fait en Autriche, il te l'a déjà fait là au virage numéro 1, et il le fait à tout le monde depuis 2021, depuis Bahreïn. Il l'avait fait à Imola, à Hamilton, et il l'a fait tellement de fois à c'est Hamilton. pour ça qu'il défend toujours à Mais l'intérieur. oui. Et du coup, en fait, je comprends pas pourquoi tu vas pas essayer de. Alors encore une fois, C'est facile à notre place. non mais vraiment, enfin, et pardon à nos viewers de dire et pourquoi il fait pas Non, ça. mais le pourquoi but, il c'est fait pas ça. de donner des leçons. Le Mais but, c'est c'est le d'essayer de ressenti. comprendre, En fait, tu vois. quand tenter Pourquoi il y a l'extérieur. pas un inté qui tente à un moment donné, tu vois. Tenter l'extérieur quand tu as des pneus beaucoup plus frais, comme c'était le cas, mais tu viens d'entrer au stand, tu dis vas-y, l'avantage pneumatique il est tellement important que je pense que même à l'extérieur, même le grand max, je peux le passer. Maintenant, quand pendant 10 tours tu es bloqué derrière, bah mine de rien, le capital pneumatique, Ah la ouais, différence il se entre réduit, le bien capital pneumatique de Norris et celui de Verstappen, ça me nuise. Et au virage Donc 1, forcément que plus tu avances, moins tu pourras faire la différence par tes pneumatiques. Donc il faut tenter quelque chose qui viendra de l'aspect pilotage. Tu tentes quelque chose par l'extérieur, ce n'est pas passé. Après, sur la gestion de l'après, il y en a qui disent ouais mais il aurait dû le relaisser passer pour retenter. Moi je trouve que ça se tentait. Non. Moi je trouve que ça se Ouais. tentait. On lui avait fait je lui avais fait ce reproche il y a quelques semaines, je ne sais plus où encore une fois. et 4 secondes d'une à la fin. Hein. C'est ça. Moi, Ça se joue à encore pas une fois, grand-chose. je peux. L'aspect, le côté fonce, et puis avec un peu de chance, les 5 secondes, tu vas les avoir, et puis tu seras bénéf. Ça fait partie de la gestion d'un Ouais, championnat. complètement. Voilà. Il y en a qui l'ont tenté, c'est Complètement. déjà passé. Il y en a qui l'ont tenté, ça n'est pas Et passé. il l'avait réussi en Autriche en 2020 sur Hamilton. Hein. S'il Voilà. attente un tour plus Là, tôt, sur ça se trouve, cet aujourd'hui, on parlerait du coup de bluff et de vis Bien de sûr, Norris. sur cet aspect-là, moi, j'ai rien à reprocher ni à Norris et ni à McLaren. Par contre, McLaren, il y a d'autres choses à leur reprocher, mais ça, c'est un autre débat. Et je pense D'ailleurs, juste pour vous donner un peu la stupidité de la pénalité. Sur l'esprit. Oui, bien sûr. Bah, de la pénalité, pas de la règle. Oui, mais la pénalité, en fait, elle est non, mais elle appliquée s'applique par la oui. règle. Non, mais oui, mais enfin, encore une fois, pushing another driver of the track, On est il d'accord. aurait pu la prendre aussi. Oui, mais bien sûr. À ce moment-là, tu mets 5 secondes de 2, comme ça au moins t'as réglé. Mais juste Vas-y. te dire, Manu, le track limit de Lando Norris a été annulé sur ce dépassement. Parce qu'il a été poussé. Ça, c'est- Ils ouais. ont. Ah, vous vous rendez compte de la dinguerie? C'est antinomique en fait. On met 5 secondes de PNA pour gaining an advantage of the track Et on lui retire la et on lui retire le track limit. parce qu'il était poussé par l'autre, qui n'est pas sanctionné. C'est Et on lui, Sachant que- on lui met 5 secondes parce que t'as été poussé par Max Verstappen. C'est-à-dire C'est spécial. on met circonstances atténuantes à Lando Norris, mais on ne juge pas de culpabilité sur Max Verstappen. Sachant que Verstappen, il prend du coup un warning pour avoir, lui, été hors piste à cet endroit. Tu vois, Donc ça lui veut est dire hors que- piste, pas Norris. Voilà, il y a trop d'éléments incohérents sur Et le. rappelez-vous, je veux dire, enfin, la situation là, on se retrouve sur une situation presque Vettel à la place de Verstappen, Hamilton à la place de Norris, Canada 2019. On pénalise Vettel Non mais oui, mais il a raison parce qu'en Ouais. fait, il y a un parce mur. qu'il y a un mur. Il y a un mur, mais bien sûr. Et là, et la même chose, Verstappen, il fait pas cette défense-là sur Norris. Si on est à Monaco, Ah bah, ou bien s'il y a sûr. un mur à côté, C'est si ce on est qu'a à dit- Singapour, si on est Et à. Gunther Steiner à le dit. n'importe C'est ce que quelle dit autre piste. Gunther Steiner justement bien hier sûr, sur Porte Canal. crève, Et porte crève. j'ai pensé à toi, je me suis dit que j'avais l'impression que c'était Hamza Ramani qui lui avait écrit son texte, en tout cas. il était Mais non, bien mais c'est inspiré. vrai, si à la place d'une ligne blanche, on considère Bien sûr. maintenant qu'en Formule 1, la ligne blanche c'est un mur, Limite Complètement. naturelle de c'est piste. terminé. Complètement. Ce sera Pareil, pas la même si à chose. la place d'avoir un dégagement, une zone de dégagement, Des tu mets du circuits en gravier, c'est terminé. Complètement. Donc voilà, après, très rapidement sur McLaren. Mais je voulais juste vous mettre deux trois réactions comme ça, vous pourrez réagir aux déclarations. Lando Norris déjà sur Canal hier, encore une fois, Formula One le mag. Je ne sais pas quoi dire, Max m'a poussé en dehors des limites, j'étais devant dans la zone de frein et au point de corde et finalement on est tous les deux sortis, c'est bien la preuve qu'il ne m'a pas laissé la place. Si je me souviens bien, dit Norris, en Autriche, il était allé au-delà des limites de piste sans essayer de m'éviter et il en avait tiré un avantage sans être pénalisé. Peu importe ce que je dis, les règles sont les règles, mais cette décision est plutôt inconstante. Il y a une
réaction aussi également. Le nouveau bodyguard de Lando Norris s'appelle Oscar Piastri. Vous allez voir, il a des comptes à régler, l'ami Oscar. Il dit: j'ai vu la pénalité, c'est dur. J'étais dans la situation inverse hier avec Max et j'ai été pénalisé. Compte tenu du fait que ce sont des événements similaires et que les pénalités sont inversées, probablement pas. C'était difficile, surtout quand il y a une voiture à l'extérieur et que les deux sortent. Ce n'est pas simple à décider. 20 ou 30 cm font la différence. Mettons du gravier et personne ne sortira. Qu'est-ce que je l'aime, On ce pilote. devrait peut-être avoir des règles de NASCAR et régler ça dans les stands. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial qu'ils disent ça. Je rappelle qu'il est né en 2000, je comprends Voilà, bien. c'est ça. Il dit: quoique non, certains ont essayé ça et ont pris des travaux d'intérêt généraux. Compte tenu que ce sont des incidents similaires avec des issues très différentes, on a sûrement besoin d'en discuter un peu. Ça, c'est genre, je vais monter aller voir les commissaires et on va en discuter. Et après, on me reproche. Pourquoi il aime ce pilote? Il est incroyable, c'est le Kimi. D'ailleurs, le méchant Oscar Piastri qui ralentit pour permettre à Norris de terminer 4ème et 5ème suite à la pénalité de 5 secondes. Il est dans son rôle. J'en parlerai pas. Il est dans son Non, rôle mais de parce bodyguard. que, paraît-il, Piastri, c'est méchant, managé par Mark Webber, numéro 1. Arrête d'être caricatural, stop, stop. Écoute, Gagnons voilà. du temps et mets un petit penalty à McLaren. Par contre, McLaren, oui, Voilà. moi je ne comprends pas que McLaren n'arrête pas Oscar Piastri pour lui permettre d'avoir le meilleur tour. Ah oui, oui. Dans la gestion d'un championnat, encore une fois, le championnat du monde constructeur, sait-on jamais. Sait-on jamais. Il y en a qui l'ont fait, apparemment c'était pas important et pas voulu. De l'autre côté, il y a un grand prix, mais bon. La transition est toute trouvée, les amis. On en a parlé justement ce samedi dans l'émission Pole Position. On a fait une foire aux questions, une FAQ avec tous les. Ce nom. Mais c'est Wina. Hein, Foire. C'est Winamax qui a décidé de l'appeler comme Le ça. bal des questions. L'émission était extraordinaire. Je vous conseille d'aller la revoir. Et justement, Lucas et Brice se sont exprimés sur le cas de ce meilleur tour, le point du meilleur tour annulé. On les écoute. Je te ferai réagir rapido, Samza. Je trouve que le point du meilleur tour en course, non mais je trouve que le point du meilleur tour en course en fait donnait trop de, même il amenait des sujets de discussion et potentiellement un peu d'épices à certains moments à certains grands prix où on s'ennuyait. Là cette année il est aussi une variable qu'on prend en compte dans l'optique du championnat du monde et du classement. Mais je sais pas, c'était pas vraiment de la méritocratie pour le point du meilleur tour en course. Il pouvait être pris par un mec qui était sur une stratégie décalée de manière hasardeuse. Il peut déclencher des polémiques comme ça a été le cas la semaine dernière avec Daniel Ricciardo. D'ailleurs, il est probable que ça ait eu un impact cette histoire parce que c'est pas normal qu'on puisse voler, qu'une équipe qui a 4 voitures puisse avantager un mec qui est dans une équipe avec un pilote qui est dans une autre. Donc voilà, moi je trouve que c'était un peu artificiel ce point du meilleur tour en course. J'y voyais pas une grande valeur ajoutée et potentiellement c'est mieux de remettre la méritocratie en avant en l'enlevant. Je pense. C'est une réaction de la FIA au point de Ricciardo, mais encore une fois, on traite, comme toujours, on traite le saignement et pas la cause du saignement, et la cause du saignement, c'est la multipropriété. Donc, on a voulu mettre un terme à une possibilité d'agir à 4 contre 2 avec ça, mais oui, effectivement, c'est un point random. Hamza, tu vas pas être déprimé. Comme notre ami Brice et Lucas par les fins, tu seras pas déprimé par la disparition du point du meilleur tour? En toute sincérité, je m'en fous total. Alors, complet. Génial. Complet. On devait gagner du temps, ça me va parfaitement. Le point de la qualification, par contre, je sais que tu seras un grand militant. Bon, on Ah est non, pas tous du des tout. militants. Ah ouais? Pas du tout. Ah, c'est marrant ça. Bah, tu une vois. pole position, J'aurais cru, tu vois. une pole position t'offre déjà la Ouais. possibilité de partir en tête. Et Ouais. sur un championnat du monde, je crois que c'est Laurent Dupin qui le disait très justement, c'est un point auquel je n'avais pas forcément pensé, mais il a totalement raison. Sur une saison où tu as un Verstappen qui domine comme en 2023, Oui. si tu lui rajoutes un point en plus à chaque course, ça enlève la possibilité d'espérer derrière. Non, Ouais, tu mais pars toi- en pole, tu pars en Toi pole. qui aimes sacraliser l'exercice de la course Ah oui. autant, qui fait Ah non, partie mais de la pole- l'ADN non, de mais la la pole- Formule 1, la si pole- c'est un point, c'est pas un point qui va... Non, bah pas- 3 points alors. Ah non, mais encore moins du coup. Ah non, mais il y a des voitures qui sont meilleures le samedi que le dimanche. Et, Sauf que la et après, course- on dit que je suis pas pour Charles Leclerc. Je sais pas, moi, C'est vrai que ça Fut aurait un pu temps, aider, sur le il y a un certain Brice G sur ce plateau qui disait les points se marquent le dimanche et pas le samedi, donc on s'en fout de la performance le samedi. J'ai jamais dit ça. Oh, Mais j'ai jamais. Mais arrête, T'as jamais dit ça en plateau? Mais jamais. T'as jamais de la dit vie. les points J'ai jamais se dit on marquent s'en le- fout. Mais vas-y, mais bien Non, sûr mais si. J'ai dit que sur Voilà. Charles Leclerc que c'est bien beau de faire des pôles, mais que les points se marquent Voilà. le dimanche. Maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait des points le samedi, Non. parce que justement l'exercice Non, de la moi, pôle,
Je veux dire, Ah. un tour comme Hamilton 2017 Singapour, excuse-moi, j'aimerais bien qu'il soit récompensé. Je Oui, leur mais en donnerai même temps, un pilote qui va chercher une pole parce que t'as un drapeau jaune. Bon, D'ailleurs, il y a un- Rosberg 2016, Monaco qui récupère un point. Bon, bah Il y a là, ça me c'est fait un vrai, peu. mais il y a un tout petit truc qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs, le drapeau rouge que crée George Russell en qualification, mine de rien, change énormément de choses pour ce dimanche-là, et je pense qu'ils refondent toute notre émission parce que Ah oui, Verstappen qui part devant, je suis pas sûr que Norris fasse la même au premier virage quand même. Tout à fait, exactement. Troisième enseignement, justement. Parlons de George Russell, parlons de Mercedes et cette W15, franchement, qui nous a un peu mis les jetons. On peut le dire, franchement. Il y avait, alors déjà, ça va être pareil, encore une fois, c'était un peu moitié soleil, moitié pluie ce week-end de Mercedes. Les belles promesses du vendredi matin, quand tu les vois rouler, tu te dis. Ah bah c'est vrai qu'une victoire de Lewis Hamilton à Austin, ce serait pas déconnant. Bon bah si, ça l'était apparemment. La dégradation pneu qui a complètement ruiné les espoirs en sprint, notamment de Russell, qui partait très très bien sur la grille, mais qui a reculé dans la hiérarchie. Hamilton éliminé en Q1 aussi. Russell qui brise le parc fermé et qui part du coup très loin, même depuis les stands. Et puis les inquiétantes sorties au virage 3 parce que c'est arrivé donc à George Russell en course sprint et c'est arrivé à Lewis Hamilton hier en course. On rappellera d'ailleurs et ça fait écho justement au dernier tiret. On rappellera que lorsque ça arrive à George Russell, et c'est pour ça qu'il casse d'ailleurs le régime du parc fermé, lorsque ça arrive le samedi, il dit vous me retirez toutes ces updates, il y a un truc qui va pas, je veux repartir avec la voiture d'avant. On a vu d'ailleurs que ça lui a permis de faire la remontée de la P20 jusqu'à la P6, donc il a eu plutôt du nez. Et du coup on peut quand même avoir un petit doute sur ce nouveau package avec lequel Hamilton est parti justement dimanche en course et avec lequel Hamilton s'est complètement planté au virage numéro 3. J'ai pas de doute sur le package, j'ai des doutes sur le fait d'amener Le un package à à 6 Austin. updates À Austin. sur une Ouais, course ouais. sprint. Ah ouais, bien sûr. Tu n'as pas de temps pour tester ça. 6 updates. Déjà, il faut savoir lesquels marchent pas. Visiblement, Ferrari a mis 2 mois et demi, 3 mois à comprendre son package quand on l'amène autant. Tout le monde n'est pas McLaren. Est-ce que ça marche tout de suite ? Et encore une fois, je suis pas en train de dire que McLaren est plus fort. Je suis en train de dire que McLaren aussi, peut-être que c'est un coup de chance d'avoir réglé tout comme il fallait au bon moment. Mais tout le monde met du temps à comprendre ces packages, d'autant plus qu'avec ce budget de cap, tu les amènes en groupe comme ça, des packages d'évolution. Donc du coup, tester un package sur un week-end, sur une piste qui a été resurfacée, dont tu n'as pas du coup de C'est données vrai. pour le simulateur, t'en amènes 6, t'as littéralement 30 minutes de pneus hard pour tester. Derrière, t'as 15 minutes de soft pour la qualification. Derrière, t'as que des exercices qui comptent pour le dimanche ou en tout cas pour les points. C'est logique. Et derrière, bien malin, le Lewis qui dit non mais si George, enfin moi je suis pour, je peux lui filer mes updates si jamais. Et Russell il fait non merci, c'est gentil. L'entente cordiale qui veut dire vous êtes bien gentil mais vos évolutions j'aimerais bien qu'on les teste avant de les emmener en course. Résultat, ceux qui avaient le package d'évolution, la voiture était dangereuse. Mais, enfin, vraiment dangereuse au virage 3. Les deux sont partis. J'ai jamais vu Au une voiture 12. partir comme ça au virage 3 à Austin. Si, la Haas, il y a un ou 2 2020. ans. La voiture dentifrice là. La voiture à quoi fraîche avec Matt Zepin. Bonne retraite d'ailleurs mon ami. Aqua fraîche. Ça veut dire roi le Kali en russe. C'est vrai. Mais je sais pas, enfin, elle était malsaine cette monoplace. Mais tu sentais en fait qu'il y avait peut-être un potentiel parce que les temps qu'ils font à vide sur les softs, bah ça te donne quand même un truc de ouais, Mercedes peut être dans le coup. C'est pas les updates qui sont ratés, mais c'est que les updates elles sont pas du tout pour le moment équilibrées. Et à partir du moment où tu passais sur un réservoir plein et des pneus hard, bah la voiture elle était juste injouable. Et Lewis Hamilton dans le bac, encore une fois, j'ai peut-être pas les stats, mais j'ai l'impression que la dernière fois c'était à Imola 2021, il pleuvait et il s'est mis sur trage mouillé pour doubler. Hamilton dans le bac, c'est quand même un retardataire, je crois en plus. À Imola. Il me semble. Peut-être, ouais. Il me semble. Peut-être. T'as pas le Mugello aussi, tu sais, où il va taper le mur et ensuite il miraculeusement, on se rappelle Stroll. plus comment. Non, Tu sais, il arrive à revenir sur le mur, la il y a pas piste. miraculeusement. Tu sais, au départ, au Mugello, tu te rappelles pas de ce truc ou à Portimao où il part justement dans le mur et il arrive à repartir. On se disait, mais ça, c'est vraiment la réussite. Ça, c'est Non, Hockenheim non, 2019, non, ça. c'est. Ça, c'est Hockenheim 2019. Non, c'est Imola. Non ah oui, c'est C'est Imola. Imola. Oui, Oui, t'as raison, Imola, oui, il t'as fait la raison. marche arrière, Oui, perd marche 50 arrière, secondes. oui, ça, t'as raison, Derrière, t'as il y a drapeau raison. rouge, il finit deuxième. Ah oui, c'est ça, oui, exact. Et non, mais celui dont tu parles, c'est Hockenheim 2019 où il fait un spin, il tape l'aileron à l'entrée des stands, juste avant l'entrée des stands, et il peut se permettre de rentrer au Oui, c'est stand. vrai. Il a Là où les autres s'étaient tous derrière, plantés, ouais. il spin au virage 1.
il touche pas le mur par miracle, Bottas fait exactement le même move, il explose la caisse. C'est là on se dit purée, C'est vrai. c'est incroyable. 2019 ou 2020, il avait dû se rater, mais c'était sur une séance d'essai libre, tu sais, en Autriche, juste après son titre de champion acquis, je crois. Ou je sais plus si c'était en Autriche ou ailleurs, mais bref, c'est un détail de l'histoire. Acquérir un titre de champion en Autriche, ça c'est du Michael Schumacher. Là, Rappelle-toi qu'une Champion du monde en juin en Espagne. Rappelle-toi qu'en 2019 ou en 2020, ça allait vite, ils sont quand même, hein. oui, ils sont champions. Non, Non, en 2020, c'est pas possible, c'était au début. Champion au Mexique. Ouais, je sais plus. à sais cette plus. époque-là, quand il dominait fort, il était champion 5-6 grands prix avant, mais pas. Non, mais ça devait même pas être Max, l'Autriche, mais un autre, mais même il Max était était sorti. champion au Japon. Il hein. était sorti en essai libre en tout cas juste après un titre Bref, acquis assez ça, tôt. ça dans pour la dire que saison. quand Lewis est dans le bac, généralement, c'est quand même un indicateur qu'il y C'est a un très rare. petit problème sur la caisse ou qu'il a merdouillé. Mais en attendant, il a fait un départ canon. Il y a une 5 places. Et 12. Ouais, il part 17. Avant Donc, le virage 12, je crois qu'il est 12. il gagne 5 places et derrière il y a fait, ça. Il fait un départ de cochon. Hein. Parce qu'il prend des risques, Lewis C'est lui Hamilton. qui involontairement et Ah oui, indirectement provoque le provoque, crash, enfin d'Esteban Ocon et de Albon. Non, l'accrochage même. Oui, très clairement, ouais. D'Esteban Ocon. Mais Parce qu'il se jette à l'intérieur, façon Verstappen justement, c'est façon, Albon. les deux Mercedes Mais lui il reste dans évolué. les limites de la piste évidemment. Elles ont les deux Mercedes évolué, elles ont spin au virage 3 et elles ont crash au virage 16 ou 17, je sais plus. Bon, t'as bien compris que c'est la monoplace qui tient pas. C'est-à-dire, elles crashent au même endroit les deux. Il y a que elles qui ont eu ce problème. Bon, la voiture était malsaine, les updates étaient malsaines et bien on a pris à George Russell de partir sans les updates parce qu'il termine devant Sergio Perez. Qui dans son petit championnat à lui, mine de rien, George Russell, ça lui fait prendre des points. Ça lui fait prendre des points sur Lewis Hamilton qui est devant lui au championnat. C'est limiter la casse, mais en même temps, ça voulait dire les updates, encore une fois, hein, ça sert à rien de les mettre sur la monoplace si on n'a pas le temps de les comprendre. Hamza, ton avis sur le week-end de Mercedes? Ok. Voilà. Tu veux des citations peut-être? Non, mais en fait, des pilotes qui peuvent pas exploiter une monoplace, moi, j'ai juste de la peine pour eux, quoi. Tu vois, Mais c'est quoi l'intérêt de les envoyer comme ça? Ouais. Enfin, moi, je te rejoins totalement sur déjà l'aspect amener des évolutions. Après, t'arrives dans une situation, dans une phase de saison en fin de championnat. Je crois que t'as 4 sprints sur les 7 dernières courses. 3 sprints sur les 6 dernières. 3 sur les 6 dernières. 3 Mais du sur coup, les 6 c'est dernières. aussi un calendrier qui est un peu. Oui, bah après, ils veulent du spectacle. Ils veulent donner les sprints au Qatar, aux États-Unis et au Brésil. Bon, au Brésil, à la limite, on a toujours du spectacle, mais. Tiens, c'est bizarre. Ça, c'est le jeu. Toujours bien. Maintenant, en fait, c'est à toi, l'Amérique du Sud. c'est toi dans ta gestion de championnat peut-être de travailler différemment. Après, en même temps, t'as une trêve, non du coup, mais une pause d'un mois qui te permet aussi de bosser. Je sais pas. Est-ce que tu dois les amener au Mexique? Mais au Mexique, oui, t'as 3 séances d'essai, mais c'est une piste tellement particulière avec l'altitude. J'aimerais pas être en fait à la place des écuries parce que tu ne sais pas vraiment quand les amener ces évolutions. Donc quand tu peux, peut-être qu'il faut juste les Il y en balancer. a marre qu'on dit il y a des pistes particulières. Avant, on disait ça pour Monaco, pour Monza, éventuellement le Canada. Mais sinon, on disait pas ça. On disait cette piste, elle est aéro, cette piste, elle est moteur, cette piste. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de tous ces nouveaux circuits, pour avoir un circuit traditionnel et du coup où on peut Le Mexique, c'est comprendre. particulier par l'altitude. Ouais. Ça, c'est Faut tout. pas le nier. Par l'environnement. Oui, mais D'accord. Est-ce que tu peux tirer des conclusions définitives d'évolution sur un circuit aussi Non, mais tu étonnant. sais quelle donnée enlever grâce à l'altitude. Tu sais que concrètement, les monoplaces qui ont une grosse vitesse de pointe à la base vont être un tout petit peu. Le gap va se réduire un petit peu. Donc McLaren, peut-être qu'elle sera un poil moins performante et Red Bull aussi. Tu sais normalement que l'aéro a une. Enfin, il va falloir être justement plus puissant sur l'aéro pour compenser le manque justement d'appui. Tu le sais ça, mais il y a des circuits comme Austin par exemple justement où tu es censé pouvoir apprendre des choses. C'est censé du coup être l'endroit où tu optimises tes packages. Et là on te met une sprint sur Austin et un resurfaçage. Donc les seules pistes où tu peux apprendre des trucs comme Barcelone, comme Austin, même à la rigueur et l'Autriche encore, c'est particulier aussi l'Autriche. Tu te retrouves à être dans des situations où t'es à l'inconnu. Alors, c'est régal pour nous, en fait, et c'est régal pour le spectacle, mais en même temps, c'est un peu des artifices qui viennent dire vous êtes trop forts pour nous, les écuries, donc du coup, on vous donne le moins de temps possible pour essayer de comprendre. Et quelque part, je comprends l'idée. Après, le mais- resurfaçage était nécessaire, je pense. Hein. Vu ce que les pilotes te disaient. Mais le resurfaçage. Chaque année, de toute façon, t'as un resurfaçage là-bas. Oui, mais en même temps, c'est un Pas marais. Austin. Non, pas aussi. si, Non, aussi. souvent. Ah ouais? Mais c'est un marais Parce que autour. vu ce que te disent les pilotes sur les passages sur les vibreurs et les douleurs que ça peut occasionner, notamment au bassin, dans le dos, etc., tant mieux qu'ils aient resurfacé. Regarde sa tête, il a une idée en tête là. Youngam, Corée du Sud. Ah, ils veulent revenir. Non, mais là-bas. Ils veulent revenir. Ah, je sais pas. Ouais. J'ai vu des photos de Youngam maintenant.
Bah, on en C'est parlera. pareil. On en parlera hors antenne, les amis. Parce qu'il faut qu'on avance et que Youngam, voilà. Le nombre de fois où il nous dit fermez vos gueules dans notre c'est un truc. Mais toujours avec politesse. élégance. Mais oui, bien Toujours sûr. avec politesse. 4e enseignement, les gars. Liam Lawson. Le bon baiser de Tokyo. Je pense à chaque fois à cette punch avec Fernando Alonso. Liam Lawson qui a remplacé donc Daniel Ricciardo jusqu'à fin 2024. D'ailleurs, je me permets une mini parenthèse. Julien Febro a donné raison t'as donné raison, Hamza, sur ce que tu disais sur le fait que la carrière de Daniel Ricciardo n'était peut-être pas terminée, qu'il y avait encore une possibilité, une fenêtre de le retrouver en Formule 1 en 2025. Hamza aurait encore donné un avis pertinent. Oh, étonnant ça. Honda qui pousse, on l'a appris aussi ce week-end, pour que Tsunoda ait sa chance chez Red Bull et pourquoi pas en remplacement de Sergio Perez. Adjar, bien sûr, en salle d'attente, désormais pilote d'essai. Et puis Liam Lawson, l'embrouille avec Fernando Alonso, le fameux bon baiser. Voilà, Liam Lawson qui a dû faire aussi également avec une pluie de pénalités pour changement, notamment différents changements des éléments de son unité de puissance. 19e sur la grille, 9e au final, il faut quand même saluer les choses. Il rentre dans le top 10 au bout de 12 tours, Liam Lawson, dans cette course. Et quand on fait le comparatif avec Tsunoda, au moins sur cette course, eh bien on se rend compte que le japonais était bien plus en difficulté. Ça n'a pas fait les affaires de Racing Bull qui voit Haas leur repasser devant grâce à la 8e place de Nico Hülkenberg. Lawson, mais on pourrait mettre Colapinto aussi également dans ce package. C'est quand même le signal. Moi je trouve, après c'est peut-être une conclusion tirée un peu hâtivement, mais ça me semble être le signal que certains jeunes pilotes prouvent que certains mecs aujourd'hui sur la grille n'ont plus leur place en Formule 1. Ah bah on est tous D'accord. Ça sera le débat de mercredi. De mercredi. D'ailleurs, avec la franchement. 9e place de Liam Lawson, Valtteri Bottas est passé 23e, au Ouais, championnat du c'est monde. ça. C'est bien de faire des calendriers, les gars. Après, bon, tu faut. C'est la Sauber, c'est la Sauber. Voilà, on est c'est bien ça. d'accord. C'est ça. C'est sûr que tu mets. Derrière Guan Yu Zhou quand même. Ouais. Ouais. Quoi, Avec tout le respect qu'on de a. toute façon, il pour- y en a deux qui ont fait un spin tout seul au premier virage hier, c'est Guan Yu Zhou et Yuki Tsunoda. D'ailleurs, il a failli emmener Magnussen et Oui. Albon avec lui. Oui, Ouais, oui. normal. hein, Non, quand tu- c'est pas Colapinto. En faisant le spin, en fait, les deux c'est freinent un Albon. tout petit Non, peu plus tard. c'est Albon J'ai un doute. Je Enfin, bref. crois, parce que j'ai l'impression que Colapinto se bat toute la course avec Perez, mais bref, je me gourre peut-être. Non, Liam Lawson, on a retrouvé. Ce qui est fort, c'est qu'on a retrouvé le même mec qu'on avait lâché en fin d'année dernière. Ça c'est vrai. Et pour le coup, je suis très souvent partisan de dire qu'il y a un petit état de grâce quand tu débarques en Formule 1, où tu donnes tout, où la vie est belle, tu t'es à 2000%, alors que ton coéquipier, il a déjà connu les jeux d'équipe, il a déjà des inimitiés, des machins, des trucs. Lawson, il a fait 4 courses l'année dernière, je sais Ouais. plus, un truc comme ça. 5. Il y en a une où il a été un peu moins performant, mais sinon le reste, franchement, il n'y avait rien à dire. Et quand il revient, c'est pas la même voiture, c'est pas le même contexte. C'est pas la même. Oui, c'est ce que j'allais dire, la pression. Parce qu'il a Parce beaucoup que là, parlé. là, il y a beaucoup il y a un parlé. vrai Liam- enjeu. Ah bah il y a un enjeu incroyable. Et il a été en position, comme l'a dit Julien Febro, de charognard tout le long de la saison. Alors, dès qu'il y avait quand même un truc qui se passait chez Racing Bull, la caméra d'après, c'est Liam Lawson avec son casque dans le garage, qui ne tourne pas du tout l'œil pour regarder la caméra. Ouais, puisqu'il a laissé fuiter aux médias aussi. Ouais, mais il s'est quand même positionné politiquement. Ouais, Et clairement. politiquement, il a même lui-même mis des pressions sur Helmut Marko quand même, tu vois. Et le gars répond présent, quoi. Le gars répond présent. Et justement, comme tu l'as dit, et je vais citer notre cher ami Rabo Madjer, mais quand tu vois ça, tu te dis laissez la place aux jeunes, quoi. Laissez la place aux jeunes, mais tu Non. sais. Prenez votre retraite. Laissez la place aux jeunes. Mais d'un air de dire, il y a des mecs qui ont à montrer, et il y a des mecs qui ont à montrer mieux que ce que certains montrent. Alors, encore une fois, on peut pas faire rentrer tout le monde, mais j'ai pas envie qu'on se dise, par exemple, que ce deuxième baquet Red Bull est maudit parce que Perez ne s'en sort pas. Albon s'en est pas sorti, Gasly s'en est pas sorti. Ok, mais alors, est-ce qu'on doit niveler par le bas en se disant Perez c'est le moins pire, ou est-ce qu'on doit justement se dire il y a peut-être des mecs qui ont plus faim, qui ont plus machin. Enfin, je sais pas, Lawson, ce qui me montre là, encore une fois, c'est une course. Mais tu vois bien ce qu'il a mis à Tsunoda dans la tête là. Ah, clairement. Tsunoda, il était dans un fauteuil avec Ricciardo. Il sentait bien que Ricciardo était toujours aussi perdu. La radio de Tsunoda, quand il voit Lawson juste devant lui et qu'il ne comprend pas. Ouais, Elle ça dit t'indique beaucoup de choses, quand même. Elle dit beaucoup de Après, choses. effectivement, l'overcut était pas censé être si puissant. Oui, Non, mais bien c'est- sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'à sa place, Et 2 tours après, il spin. il sait, oui, Mm. bien sûr, et il sait aussi que, mine de rien, maintenant, il y a une pression supplémentaire aussi sur ses épaules parce qu'il sera aussi jugé par rapport à son nouveau coéquipier qui a
une possibilité tout de même pour Tsunoda, je pense, d'accéder au baquet Red Bull. Donc, Honda fait le forcing, hein. c'est l'info du week-end. c'est bien, Honda Honda- fait vraiment un forcing. Honda sera apparemment. plus avec Red Bull. Donc, Ouais, mais l'année prochaine, ils le sont quand même, je sais pas. Faudra voir. ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu crois pas du tout à Tsunoda chez Red Bull l'année prochaine? Moi, Je l'ai trouvé j'ai très l'impression que tout est possible. Je l'ai trouvé très plein quand Ricardo était là. Je l'ai trouvé très décevant hier. Mais c'est juste hier, donc on va pas tirer de conclusion. Ouais. Hier, je trouvais qu'il a pris la presse. Franchement, il a pris la pression. Après, on va voir sur les 6 courses. Mais Lawson, il arrive, il met un coup de pied dans la fourmilière quand même. Hein. Ah, écoute, on Et va voir. Colapinto fait pareil chez Williams. Hein. Tout à fait. Et ça sera. D'ailleurs, Colapinto qui a forcé son écurie à partir en dur. Son écurie ne voulait intéressant. pas partir en dur. Et Colapinto dit ouais, mais on n'a rien à perdre. Il est parti Et- en dur, il fait sa course, il l'emmène très très loin les problématiques dures. Donc, Ça bouscule un petit peu l'ordre établi quand même. Hein. Et Ces mecs-là, là, il amène les durs au 39e tour. Il n'y a que Russell qui s'est arrêté après au 40e. Et après, il conclut en médium. Et non, mais belle course encore de Colapinto. Et ça me... enfin, on en parlera mercredi. Non, mais ce qui est d'autant plus étonnant, juste pour boucler sur ce sujet, honnêtement, Lawson en F2, qui était un très bon pilote, il n'y a pas de souci. Colapinto, qu'on a suivi aussi. Est-ce qu'on pouvait imaginer, avant de les voir justement en action, est-ce qu'on pouvait se dire, ces mecs-là ne doivent absolument pas rater la case Formule 1 Non, quoi. mais c'est ça qui est d'autant on plus pouvait étonnant. pas se le en fait. dire au niveau talent et résultat. Ouais. Par contre, là, ce qu'on remarque, c'est que on va dire dans les nouveaux, c'est-à-dire, je vais inclure Piastri dedans. Piastri, Colapinto et Lawson. Ces mecs arrivent avec une politique et une froideur. Ouais, puis avec Avec une cabessa bien une bien caboche dure, de hein. mecs de 35 piges. Et tu te dis, bah, il y en a qui ont pas ça à 35 piges, quoi. Ouais, Enfin, ouais. Salut. mais même Bottas là pas. Ouais, vois c'est très impressionnant. Ouais. Donc ces mecs-là, ils arrivent, ils sont froids, ils sont froids, ils sont bons. Et Donc ça se trouve en F2 t'as un meilleur Vivi quand même. Ouais, c'est ça, pas, c'est ça. gros. C'est pas. Et parce que on disait quand même à l'époque où Lawson était en F2, rappelle-toi, hein, on a souvent eu ce débat-là et ce sujet-là en plateau. Il est pas ouf hein. On disait ouais, oui, mais le plateau F2, est-ce qu'il est si fort que ça? Oh, j'ai l'impression que quand Drugovic est champion du monde, je sais pas, champion F2. Ouais, mais est-ce que le plateau est si fort quand Théo est champion? Ouais, mais le plateau, est-ce qu'il est? Bah, en fait, ces mecs-là, ils déboulent en Formule 1, on se rend compte. Et je trouve qu'il y que a le plateau quand est même de la bien qualité. plus fort maintenant qu'à l'époque où Mick Schumacher est champion, Guanyu fait 4ème. Mais bon. On va en parler mercredi, ça, de toute Oui. façon. Parce que ce name dropping, en tout cas, c'est des gens qui sont concernés justement par ce dernier baquet. Le dernier baquet à distribuer en Formule 1. Le baquet Sauber, c'est pas le plus sexy, mais c'est une place en Formule 1 qui, pour le dernier baquet pour 2025, on en parle mercredi. Soyez avec nous. On aura aussi une belle interview d'Alessandro Giusti, le petit jeune qu'on vous avait fait découvrir l'année dernière, justement, membre de l'équipe de France FFSA. Il sera en interview bien sûr avec nous, pas en plateau, mais on l'a enregistré il y a quelques temps. Il est en Freca cette année avec ART et c'est le nouveau pilote de développement. Alors, il fait partie, on va dire, de l'académie Williams, justement, on parlait de Colapinto. Donc on a eu l'occasion de parler de tout ça avec lui. Un petit point classement les gars avant de refermer cette émission. Vous dire que Max Verstappen a augmenté un petit peu de quelques unités, 6 en tout cas, son avance au championnat du monde des pilotes. Regardez Leclerc hein, qui se rapproche dangereusement de Lando Norris. On verra comment ça va se passer. Il est pas loin non plus. Hein. Et Piastri est pas très très loin non plus. On est bien évidemment sur un triple header. On fera le point comptable à ce sujet à la fin du 3e Grand Prix de ces 3 consécutifs. Et puis As qui repasse devant Racing Bull. Elle va être intéressante cette bataille. Pour 2 points, As reprend la 6e place. Et Sauber n'a pas mis de points depuis plus d'un an. Ouais, c'est honnêtement c'est très 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 inquiétant. Départ de Les 13 deux, Vasseur, ça fait du mal. Hein. les Ah deux ouais. pilotes Sauber vont terminer en dessous de la 20e place. En dessous de la 20e place. C'est fou. Remplacé par Colapinto, Behrman et Lawson. Après, Les jeunes pilotes. Bottas avait réussi un coup incroyable l'année dernière pour aller chercher une 10e place alors qu'il n'avait pas du tout je crois que sur un coup de stratégie, un Non, coup mais de Trafalgar, là, alors que la voiture était déjà en grande difficulté. sur une course de 305 km sans safety car, on rappelle, hein, il y a eu très peu de safety car cette année. Premier safety car depuis le Canada. Là, Ouais, c'est vrai. 9 GP ça faisait. C'est vrai. Écoute, on sera là en tout cas pour le suivre. Avant le Grand Prix du Mexique, on a rendez-vous donc mercredi et on se posera la question du dernier baquet et on vous présentera peut-être le grand pilote de demain, monsieur Alessandro Giusti. Merci les gars, c'était une super émission comme d'habitude et j'espère que vous avez appris des choses et vous nous dites en commentaire ce que vous avez pensé et n'oubliez jamais que cette émission, vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur les plateformes. Merci Hamza, merci Boris, à mercredi.